Valérie Bubeau, bonjour. Vous êtes docteur en droit, donc vous êtes juriste, spécialiste des questions européennes. Aujourd'hui, nous sommes obligés de parler de la Grèce, du référendum qui hier avait été annulé, puis qui a été rétabli, de la relation des autorités bruxelloises à l'égard de la démocratie, puisque apparemment on n'aime pas beaucoup les référendums à Bruxelles. Et puis essayer de déblayer un peu, de donner quelques éléments de compréhension sur l'environnement de cette crise. Alors, c'est un vaste sujet. Je ne sais pas trop par quoi vous voulez qu'on commence. Peut-être par le début de la crise grecque. Comment est arrivée cette crise ? Prenons les choses par ordre chronologique. Par ordre chronologique. Donc, ça a été extrêmement bien rappelé par Mireille Zaki, vous savez, qui est journaliste financière suisse. Qui a fait un débat, enfin qui a expliqué à l'occasion d'une conférence que cette crise de la dette grecque avait été lancée, je crois, il me semble, si mes souvenirs sont bons, c'est 2008 ou 2009, par une réunion de gestionnaires de hedge funds à New York, donc des gens qui se sont mis d'accord, une collusion d'intérêts, pour vendre à la hedge funds, fonds spéculatifs. Voilà, des fonds spéculatifs, pour vendre ensemble les bons du trésor grec. Vous savez que les marchés financiers sont extrêmement moutonniers. Donc quand ils ont vu qu'il y avait un risque sur la dette, tous les gestionnaires de fonds se sont mis à vendre la dette grecque. Et la Grèce s'est donc retrouvée à devoir payer des taux d'intérêt énormes, puisque vous savez que moins les gens veulent des fonds d'État, plus les intérêts de ces fonds augmentent pour attirer justement le chaland. Donc en réalité, la Grèce s'est retrouvée donc de facto exclue des marchés financiers parce qu'elle ne pouvait pas, pouvait pas assurer des taux d'intérêt enfin là c'était monté à plus de 20%, je crois, hein, ou un peu moins, mais enfin autour de 20%. Donc elle s'est retrouvée exclue des marchés financiers et c'est comme ça que la crise grecque a commencé. C'est exactement dans ces conditions. Donc c'est une collusion d'intérêts de hedge funds dont l'un était dirigé par Soros. N'oublions pas que Soros, c'est lui qui a fait tomber, qui avait manigancé pour faire tomber l'Angleterre. Hein, vous vous souvenez de cette histoire, la livre sterling. Donc derrière cette... Alors ça c'est la cause technique, je dirais. Et derrière cette cause technique, on peut aussi se poser des questions, puisque le gouvernement grec a découvert, par des moyens... je crois qu'ils ont fait appel au Danemark, enfin à des foreurs danois ou quelque chose comme ça, qu'ils avaient d'énormes réserves pétrolifères et surtout gazières, donc au large de la Crète, et ce qui rend la Grèce potentiellement aussi riche que l'Iran. Donc vous voyez que c'est pas bon signe du tout. Il y a également d'immenses réserves en mer Égée, mais qui sont disputées, voilà. Et partagées avec Chypre, mais avec la Turquie, avec Israël, puisque le Léviathan, qui serait une immense nappe gazière, s'étendrait comme par hasard devant les côtes de Gaza. Voilà. Ah oui, effectivement. Alors, on va remonter un peu là. On va rester au large de la Grèce, mais effectivement, donc on se demande, vous savez que l'Union européenne a pour ambition de faire un grand marché de l'énergie. À l'occasion de ce grand marché de l'énergie, qui est déjà mis en œuvre d'ailleurs, puisque en particulier en France, vous savez qu'il y a eu des arrêtés qui sont sortis aux alentours de 2010 pour autoriser Goldman Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank, BNP, Société Générale qui a été autorisée aussi, à vendre, à être fournisseur de gaz. Donc fournisseur de gaz, ça veut dire quoi ? Vous savez bien que les banques ne vont pas aller financer des infrastructures, etc. Donc ça veut dire de la spéculation pure, des intermédiaires supplémentaires. Et donc à l'occasion de ce grand marché, il semblerait que justement des hedge funds, des fonds, en tout cas des capitaux américains, se soient mis en lice pour la gestion de l'énergie en Grèce. Alors on comprend mieux que l'Europe ne veuille pas du tout lâcher la Grèce, parce qu'il y a un tel potentiel énergétique. Surtout derrière, il y a les États-Unis. Alors effectivement, il y a l'intérêt public affiché américain et les intérêts privés américains qui sont derrière les intérêts soi-disant publics, puisque vous savez que l'Amérique est gouvernée par une caste oligarchique qui a pris le pouvoir en 1913 au moment de la création de la Fed. Donc ça, ce sont des banquiers privés qui contrôlent techniquement et institutionnellement les États-Unis d'Amérique depuis cette date. Donc l'Europe est devenue un satellite de cette petite caste de banquiers
d'oligarques qui sont difficiles à cerner puisqu'ils n'apparaissent jamais en première ligne des entreprises. Enfin, quand on cherche un peu, il y a eu des études qui ont été faites, on retrouve à peu près toujours les mêmes mais alors, potentiellement, familles de capitalistes. Potentiellement, la Grèce a ou aurait les moyens de rembourser sa dette. Ah ben complètement. D'éponger dans ces conditions-là, tout son passif. À condition que ces exploitations se révèlent aussi fructueuses que ce qu'elles avaient l'air de Mais elles doivent l'être, puisque rêver. Il y a déjà des accords de partenariat entre Israël, entre l'État hébreu et Chypre, et qui prévoient entre autres le stationnement de plusieurs dizaines de milliers d'hommes, de troupes israéliennes pour protéger les zones d'exploitation qui ne sont pas encore de la Grèce, déjà, au large de Chypre. Ah oui. Donc puisque toute cette il y aurait cette bande gazière qui remonterait. Ils ont fait. Pour l'instant, on en est au stade de l'exploration. Oui. La Grèce est endettée en raison de son budget d'armement qui excédait 4% au plus fort de la crise, ce qui faisait que M. Cohn-Bendit poussait des cris d'orfraie. Mais pourquoi la Grèce a-t-elle un budget aussi élevé? Tout simplement parce qu'elle est face à la Turquie et que les tensions sont toujours réelles. Oui, et puis qu'il doit y avoir aussi des pressions du lobby militaro-industriel pour... mais la Grèce reste malgré tout l'arme au pied face à la Turquie. Et ça, on ne va pas le dire, puisque la Turquie est le pilier oriental de l'OTAN. La Turquie prétendait entrer dans l'Europe. Donc il est assez... Les États-Unis prétendaient faire entrer la Turquie dans l'Europe, plus précisément. Je crois que les Allemands n'ont jamais été très très d'accord pour ce projet. Non. C'est d'ailleurs pour ça que ça ne s'est pas encore fait. Pour obtenir les bonnes grâces d'Ankara, les Américains, effectivement, avaient déjà, non pas vendu, mais donné l'Europe à la Turquie, mais ça ne s'est pas fait. Oui, voilà. Les Allemands sont vent debout contre ça. Potentiellement, la Grèce aurait des moyens, ce qui montre aussi que la lutte va être âpre, parce que là, nous assistons à une sorte de bras de fer, avec des concessions. La Banque Centrale Européenne vient de dire qu'elle ne mettrait pas la Grèce en position véritablement le dos au mur, qu'elle va continuer à permettre à l'alimenter en liquidité. Donc on voit bien qu'à la fois personne ne veut véritablement céder, mais en même temps personne, Monsieur Tsipras, ne veut pas sortir ni de l'euro ni de l'Europe. Ah oui, c'est bien clair. Ce qui rend d'ailleurs assez contestable le propos de M. Sarkozy, qui dit que le gouvernement de M. Tsipras est celui de l'extrême gauche et de l'extrême droite conjoint. Est-ce qu'un homme d'extrême gauche souhaiterait à tout prix rester dans l'Europe? Ça, c'est une affaire qui mérite débat. Et d'extrême droite également, puisque si les gens nationalistes n'ont aucun intérêt à... Il n'y a pas de nationalistes, il y a un petit parti souverainiste. Donc il faudrait savoir déjà définir les termes extrême droite et extrême gauche. Après, on pourrait discuter. Oui, mais M. Sarkozy n'est pas économe d'abus de langage. Ah oui, ça c'est vrai, je suis bien d'accord avec vous. Oui, alors, concernant le soutien de la BCE, le soutien officiel de la BCE à la Grèce, il y a des tensions au sein de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que l'Union européenne, tout le monde sait, est tenue économiquement par les États-Unis d'Amérique, est tenue militairement par les États-Unis d'Amérique, puisque la défense européenne est sous commande de l'OTAN, dans les traités européens. Donc il y a cette mouvance très forte, ce tutorat, cette tutelle américaine qui refuse à tout prix que la Grèce sorte de l'euro et de l'Union européenne. Maintenant, vous avez les Allemands qui, riches de leur expérience politique passée, se méfient beaucoup de l'hyperinflation par la dévaluation monétaire, liée aux dévaluations monétaires, liées à l'abus de liquidité et de monnaie que nous connaissons actuellement. Donc eux sont très inquiets. Vous avez une grosse partie de l'intelligentsia économique allemande qui est très très inquiète et qui voudrait très probablement sortir de l'euro depuis déjà quelques années, puisque comme nous en parlions tout à l'heure, en 2011, les Allemands avaient déjà entrepris de faire éditer des Deutschmark. À Londres. À Londres. Et secrètement. Voilà. Donc, une grosse partie de l'élite économique allemande ne tient pas du tout à ce que cet euro perdure et voudrait en sortir. Ils ne peuvent pas officiellement le dire parce qu'ils sont tenus politiquement par les États-Unis d'Amérique. Merkel est un quasi-agent américain. Enfin bon, je ne sais pas jusqu'où ça va, mais enfin, elle est quand même relativement docile vis-à-vis du tuteur américain.
Donc je pense qu'elle ne peut pas jouer franc jeu, mais elle a une grosse partie de ses élites économiques qui tirent dans l'autre sens. Donc c'est pour ça qu'à la BCE, ils sont un peu coincés également, puisqu'ils sont quand même tenus par la domination allemande. Donc il était question là récemment de faire payer le MES, d'actionner le MES pour financer l'argent que la Grèce demande. Alors triturage et tripatouillage, on cherche des accommodements techniques. Oui. Enfin, le MES, c'est pas un accommodement technique parce que l'appel en garantie des États, je vous dis pas, la France tombe en faillite immédiatement. Hein. Si on appelle en garantie le MES, la France suit la Grèce dans les quelques mois qui suivent. Il n'y a pas de possibilité autrement. On va s'endetter. Notre endettement va flamber d'une façon tellement énorme. Alors, le mécanisme européen de stabilité est une pure scélératesse. Il a les mêmes statuts que ce qu'on a connu au début du XXe siècle avec la BRI, Banque des règlements internationaux, à Bâle. C'est une institution financière à part entière qui est complètement déconnectée de toute réalité politique, comment dirais-je, populaire, hein, puisque ce sont des gens qui ont bénéficié d'une immunité totale, exonération totale d'impôts, qui vivent entre eux, qui règlent leurs petits problèmes entre eux. Enfin bon, c'est absolument c'est une petite caste et une petite élite artificielle. Alors, artificielle, mais enfin qui a quand même le contrôle officiel. Enfin, parlons sans non pas nous égarer, mais nous aventurer dans le domaine technique de la dette, de la nature de la dette grecque. Et au-delà de la dette grecque, la dette aussi bien d'Italie, d'Espagne, de la France. Allons-y. Oui, non, n'irons pas jusqu'aux États-Unis. 20 000 milliards de dollars de dette. Il est bien clair que la France est dans le même cas de figure que la Grèce et ne remboursera jamais sa dette. Donc la Grèce ne remboursera non plus jamais sa dette. Il faudrait peut-être le dire. Oui, bien sûr. Mais la dette n'est pas remboursable. Mais l'objectif n'est pas de rembourser. L'objectif est de tenir en domination et de toucher des intérêts. C'est ça l'intérêt de la dette. C'est une nouvelle manière de dominer, non pas par les armes, mais par l'économie, par la monnaie et par le commerce. C'est ce qu'on appelait autrefois l'usure. Les paysans s'endettent pour acheter leurs graines et leurs outils, et après, ça va être de plus en plus. Le paysan libre redevient très rapidement un serf, mais il n'en a plus l'étiquette. Oui, sauf que maintenant, il ne va même plus être libre depuis le début, puisque vous savez qu'avec les projets Monsanto, les projets européens, les paysans vont être obligés d'acheter les semences, ne pourront pas ressemer l'année d'après les semences qu'ils ont. C'est le cas, c'est encore une autre, un autre débat, mais enfin, il y aurait beaucoup à dire. Nous sommes dans une nasse de dette qui est en réalité une nasse de domination géopolitique, et tant que les gens n'auront pas pris conscience de ça et que nous n'en serons pas sortis, toutes les élites politiques des pays européens ont été achetées via différents moyens par l'élite euro-atlantiste, par les Américains derrière, et surtout les grands capitalistes qui sont également européens, c'est pas que des Américains d'ailleurs. Mais je dirais que tant que nous ne serons pas politiquement sortis de cette nasse, nous ne sortirons pas de la dette. C'est une certitude. Voilà, certitude. Alors, quelle devrait être l'attitude d'un Français de bon sens face à Syriza, face à la politique de Tsipras et de son ministre des Finances Varoufakis? Doit-on les soutenir? Doit-on au contraire les décrier comme il se fait, crier à rose sur ces méchants Grecs qui n'ont pas de cadastre, qui n'ont pas de système fiscal, qui sont paresseux, qui ont vécu de subventions? Oui. Alors ça c'est juste insupportable comme discours, puisque c'est quand même... D'abord, chacun est libre chez soi de vivre comme il veut, donc déjà c'est à eux de régler leurs problèmes. S'ils n'ont pas envie de les régler, dont acte, premièrement, c'est mon point de vue. Deuxièmement, il ne faut quand même pas oublier que pourquoi la Grèce... Maintenant, on décrit la Grèce comme, effectivement, ce que vous venez d'expliquer, sauf que le problème, c'est quand même qu'on a tout fait pour faire rentrer la Grèce dans l'euro. Ah oui, on a dit qu'ils avaient triché. Non, ils ont triché. Qu'ils ont maquillé leurs chiffres. Oui, bien entendu, c'est Goldman Sachs qui a maquillé les chiffres. Ah, c'est Goldman Sachs, oui, avec Mario Draghi. Je fais semblant d'être surpris. Voilà, oui, bien sûr, j'avais compris. Mais Goldman Sachs qui maquille les chiffres au bénéfice de quoi? En premier lieu de l'Allemagne, parce que c'est l'Allemagne qui a bénéficié du fait que la monnaie euro a été moins évaluée de façon moins forte qu'elle n'aurait dû être si des pays comme ça n'étaient pas rentrés. Voilà, donc
l'Allemagne ne peut pas gagner sur tous les... Elle veut gagner à pile je fasse, Valérie, peut-être faut-il ajouter aussi que tous les grands technocrates européens savaient que les comptes... Mais bien entendu. On vient nous faire croire qu'aujourd'hui... Il y a une collusion d'intérêts. Alors, cette dette grecque, non seulement est illégitime et odieuse, mais le peuple grec n'a pas remboursé, mais le peuple européen n'a pas à rembourser non plus cette dette, puisqu'on ne nous a pas demandé notre avis. Dette scélérate, mais en totalité ou en partie? Parce que l'Islande, par exemple, lorsque l'Islande a fait faillite, n'a dénoncé qu'une partie de sa dette comme dette scélérate. Ah peut-être, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité, déjà, d'une part, et puis deuxièmement, parce qu'il y a tellement de tensions politiques. Alors la dette scélérate, c'est une dette indue, c'est une dette... illégitime. Dans la mesure où la Grèce n'aurait jamais dû rentrer dans l'euro, elle n'aurait pas eu de problème. Hein. Donc, ou alors elle se serait débrouillée toute seule avec ses problèmes et ses marchés financiers. Pour l'instant, ce qu'on sait de sûr, c'est que la Grèce n'aurait jamais dû rentrer dans l'euro. C'est que deuxièmement, elle a fait l'objet d'une attaque concertée par des hedge funds américains, Soros en tête. Que troisièmement, la dette est de toute façon pas remboursable. L'intérêt justement de cette dette, c'est pas de la rembourser, mais c'est de payer les intérêts vitam aeternam. Et donc de payer l'argent qu'on demande à la Grèce est destiné en fait à payer les créanciers, c'est-à-dire les banques. Bien sûr, et l'argent qu'on demande à la Grèce qui ne peut pas payer, on va le demander aux autres peuples européens qui ne pourront pas payer non plus. Donc les gens vont avoir des impôts qui augmentent, vont être surendettés de façon publique et de façon privée. Donc ça veut dire que c'est un immense transfert de patrimoine vers les très grands capitalistes. Il faut se rendre compte que nous assistons à un transfert massif de patrimoine et de capitaux vers les plus grands détenteurs qui en ont déjà énormément. Donc c'est ça qu'on assiste. Dans le monde entier, c'est à ça qu'on assiste. On va créer des monopoles oligarchiques. Non, les monopoles oligarchiques existent déjà depuis fort longtemps. Mais on va les renforcer. Lénine et tout ça, déjà au début du XXe siècle, ils étaient déjà bien installés. Oui, Morgan, Rockefeller, Rothschild. Mais aujourd'hui, c'est plus un monopole. Ce qu'ils veulent, objectivement, c'est prendre le pouvoir mondial officiel. Ils ont le pouvoir mondial officieux. Ce qu'ils veulent, c'est le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire un pouvoir... officieusement, ils le veulent officiellement. Bien entendu. C'est ce qu'annonce M. Attali, d'ailleurs. Mais oui, mais tout ça va dans ce sens. En effet, les grands marchés transatlantiques, les grands marchés transpacifiques, qu'est-ce que ça va créer? Une fois que ces deux grands marchés seront réunis, puisque ce sont des frères jumeaux, eh bien, on va faire même méthode que ce qui s'est passé pour l'Union européenne, un nouveau traité, puisque tous ces grands marchés vont nécessiter la création d'institutions. Donc nous allons assister à un nouveau traité d'institutions qui vont réunir les grands marchés transatlantiques et transpacifiques. Donc vous voyez que c'est un formidable effet de levier géopolitique contre les pays qui ne seront pas dans ce système. Donc la dette est une machine contre la de Chine, guerre, contre la Russie. Parmi d'autres. Mais bien entendu, la dette c'est un moyen d'action politique, comme le droit est un moyen d'action politique. Un mot de réflexion, mais pas plus qu'un mot, sur cette histoire de référendum, de démocratie, de référendum qui fait horreur aux classes dirigeantes européennes. On l'a bien vu en 2005, lorsque un référendum avait été prévu au Royaume-Uni, un autre en Pologne, ils ont été annulés à la suite du vote non au projet de traité constitutionnel européen, vote non par la Hollande et par la France. Il y avait déjà eu au moment du début, je crois que c'était en 2011, en Grèce même, un projet de consultation populaire qui avait été annulé par l'Europe à dernière minute. Le gouvernement est tombé d'ailleurs. Et le gouvernement était tombé. Donc que peut-on dire, que pouvez-vous dire sur le rôle des institutions européennes et leur rapport étrange, pour ne pas plus dire, à l'égard de la démocratie universelle? Non, les institutions européennes, dans les traités, sont officiellement fabriquées de façon non démocratique. C'est une évidence. Ceux qui prennent les décisions ne sont pas des gens élus. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il n'y a plus aucune séparation des pouvoirs. Donc, dans la mesure où il n'y a pas de séparation des pouvoirs, le préambule de la Constitution de 1958, qui est en réalité la Déclaration des droits de l'homme de 1789, nous indique qu'en l'absence de séparation des pouvoirs, nous n'avons pas de Constitution. Donc voilà, premièrement, dès le départ, l'Union européenne n'est pas démocratique et ça a toujours été comme ça, bien qu'ils aient voulu prétendre le contraire, qu'ils mettent en avant les démarches citoyennes. Vous savez que prétendument les citoyens pourraient être à l'initiative d'un projet de loi, ce qui est complètement faux. Je l'ai décrit par ailleurs. C'est un leurre. C'est une escroquerie intellectuelle. C'est une escroquerie intellectuelle, absolument. Mais on n'en est pas après dans les traités européens. Il faut lire les traités européens.
Non, les traités européens sont des traités de libre-échange, point barre. Mais ce ne sont pas des traités de libre-échange. La distance entre le discours officiel des Hollande, des Sarkozy... Les mondialistes sont de très grands rhéteurs, oui, voilà, ou des sophistes également. Ce sont des maîtres en rhétorique. Et vous n'avez qu'à écouter Attali. Attali est un as en rhétorique. Il est extraordinaire, ce type-là. Il faut décrypter ses discours, mais en débat, il est imbattable parce que c'est un maître rhéteur, vraiment. Et tous les mondialistes sont comme ça. On a encore un exemple récemment avec, vous savez que dans les négociations du grand marché transatlantique, il y avait la clause de règlement des différends qui bloquait. Donc là, vous avez la commissaire, alors la clause de règlement des différends, elle bloque pourquoi ? Parce que ça permettrait aux multinationales d'attaquer des États au sein de tribunaux privés qui sont des cours d'arbitrage. Alors, qu'à cela ne tienne, comme il y a eu une levée de bouclier populaire énorme, que les gens se sont quand même dit, c'est quand même incroyable, ça a été déjà mis en œuvre au sein de l'ALENA, on a vu les dégâts, hein. Les dégâts ne sont pas fantasmagoriques, hein, c'est réel. Il y a eu une levée de bouclier, donc la commissaire européenne, la Malmström, a trouvé la parade. Donc elle a dit, ah bah oui, alors c'est vrai, les cours d'arbitrage des tribunaux privés, ça va pas, on va faire ça sous l'égide de tribunaux publics. Ah bah encore mieux, payé 100% par les contribuables. Voilà. La différence entre une cour arbitrale qui est payée par les parties aux instances, donc c'est-à-dire les États d'un côté et les multinationales de l'autre, là ça sera beaucoup mieux. Ça va être sous l'égide d'un tribunal permanent public payé par les contribuables. Voilà, donc c'est extraordinaire. Donc elle a trouvé la parade tout est comme ça avec les mondialistes. Tout est une vaste la démocratie européenne est un mensonge permanent. Comme d'autres parlaient de la révolution permanente, c'est le mensonge permanent. Il n'y a pas de peuple européen, il ne peut pas y avoir de démocratie européenne, il ne peut pas y avoir d'institutions européennes démocratiques. Il y a des peuples européens, de même qu'en toute logique, il y a des libertés, et non pas la liberté. Mais bien entendu, la liberté des uns va contre celle des autres, alors, en l'occurrence. Valérie, pour ne pas conclure, peut-être un mot de prospective. Que peut-il se passer ? 54% des Grecs devraient se prononcer en faveur du non. Y aura-t-il rupture, pas rupture, concession réciproque? Monsieur Tsipras est-il un nouveau De Gaulle ou au contraire est-il un radical socialiste au petit pied, c'est-à-dire un homme qui n'osera jamais franchir le Rubicon et s'affranchir de la tutelle européenne, de dire niet, ce qu'ont su faire pourtant à une certaine époque des gens comme les Islandais? Oui, mais Tsipras c'est plutôt un homme acculé, je dirais. Un homme de dos au mur. Ses convictions européistes, à mon avis, ne sont pas à mettre en cause. Je pense qu'il est réellement atlantiste. Néanmoins, il est acculé et voilà, une bête acculée peut être dangereuse pour le système. Voilà, moi, c'est personnellement ce que je pense. Les Grecs, il y a une désinformation énorme et permanente de la Grèce. Quand vous proposez à des Grecs comme ça dans la rue, faites le test, moi je l'ai fait en 2011 ou 2012, ils étaient déjà dans une grosse panade, on me demandait la solution, la solution, je leur ai dit, mais sortir de l'Union Européenne, quand vous parlez comme ça à des Grecs, ils ont l'impression que vous leur proposez de retourner au régime des colonels. Il y a une désinformation politique, économique et sociale considérable dans tous les pays européens, et en Grèce en particulier. Donc l'intérêt des Grecs est évidemment de sortir de tout ça, mais l'intérêt des Français aussi, je dirais. Alors, hypothèse et l'intérêt des Allemands également. Hypothèse du pire, la Grèce sort de la zone euro, alors on nous fait croire que c'est le cataclysme, donc c'est la fin de l'Europe, que l'Europe va se démantibuler, se défaire. Ça c'est dans le meilleur des cas. Demain l'apocalypse. Oui, pour les euro-atlantistes, c'est pas bon signe, c'est le début d'une débandade, effectivement, puisque on ne peut pas sortir de la zone euro, techniquement, dans les textes, sans sortir de l'Union européenne. C'est une Union européenne soviétique, puisqu'on peut y entrer, on est libre de faire ce que l'on veut, mais en fait, on ne peut pas en sortir. De la zone euro, oui. Ni la zone de euro. l'Europe. Là, je parle de la zone euro. Ah si, l'Europe, oui, on peut en principe, en principe. Dans l'ex-Union soviétique, en principe, on pouvait s'affranchir aussi. Ah oui, alors là, je connais pas les textes. Non, mais c'était intéressant, en principe, on pouvait. Oui, mais de toute façon, effectivement, c'est sur le même modèle. On voit ce qui s'est passé, par exemple, en Hongrie. Non, mais il est certain que les institutions de l'Union soviétique ont servi largement de modèle aux institutions de l'Union européenne. Ça, à mon avis, c'est pas discutable. Il faut le dire, effectivement. Vous avez raison. C'est juste. Remettons les choses
à leur place. Alors, Bon, bah, écoutez, suite au prochain épisode, nous reverrons tout cela après l'été, hélas. Oui. Mais l'été va passer extrêmement vite et risque d'être riche en rebondissements. Après l'été, très probablement, ce qui va se passer, c'est que les citoyens, les contribuables européens vont être appelés à mettre la main à la poche pour financer la dette grecque que les Grecs ne peuvent pas financer. Il n'y a qu'une seule issue, c'est celle-là. Techniquement, il n'y a pas d'autre issue. On ne veut pas remettre en cause ce qu'on appelle le modèle social, ni européen, ni encore plus français. Modèle antisocial. Modèle social, il consiste à déshabiller Paul pour habiller Pierre ou vice-versa. Les Français ne peuvent plus travailler exclusivement, ça devient de l'esclavage, de travailler pour payer des impôts. C'est l'objectif. C'est l'objectif, puisque l'objectif, c'est un vaste transfert de patrimoine des élites. D'ailleurs, les élites euro-atlantistes, les élites mondialistes ont pour projet la suppression de la propriété privée pour tous. Alors là, vous venez de lâcher le grand mot, donc l'expropriation par la fiscalité. Donc en fait, ce qu'on appelle... ils ont d'autres projets, mais ça, ce qu'on appelle l'hypercapitalisme est en fait un communisme déguisé. Bien entendu. L'hypercapitalisme, c'est la société de la termitière. La société de la termitière. Oui, on peut appeler ça comme ça, c'est une façon d'envisager les choses, mais les mondialistes sont contre la propriété privée pour tous, mais ils ne sont pas contre leur propriété privée. Bien entendu. Voilà. Donc nous entrons là dans un système néo-féodal qui n'est plus tenu par les armes, mais tenu par la monnaie, le libre-échange et les monnaies. Et encore, il y avait dans le système, et nous en terminerons là, un lien organique entre le seigneur, le suzerain, ses féaux, et le serf, puisque l'intérêt du seigneur était que le serf ait de belles récoltes, se porte bien, travaille bien la terre, tandis que là, ce n'est plus tout à fait le cas. Les masses humaines étant telles, on peut les sacrifier, en masse. Vous avez tout à fait raison, c'est un néo-féodalisme beaucoup plus dangereux que celui qu'on a connu antérieurement, pour la raison que vous venez de rappeler, et aussi pour l'autre raison, c'est que quand même les seigneurs féodaux risquaient leur peau. Et il y avait les seigneurs monétaires et commerciaux il y avait un lien de réciprocité, c'était des obligations réciproques, de devoirs, de droits et de devoirs. C'était réciproque. Un système d'obligation. Où le seigneur risquait sa vie à la guerre. Voilà. Alors que là, les seigneurs qui nous dirigent ne risquent plus jamais leur vie nulle part. Enfin, faut quand même se rendre compte qu'eux n'ont rien à nous offrir. À part nous envoyer au casse-pipe. Ah bah si. Au nom de la liberté, nous offrir l'enfer. Au nom de la liberté, de l'égalité et de la fraternité humaine. Oui, enfin ça c'est... non mais ça c'est ce qu'on donne en pâture à la populace pour qu'elle suive le mouvement, pour qu'elle soit enthousiaste à suivre ce mouvement, ce vaste mouvement de libre-échange. Oui, mais ce qui est triste, c'est que la France, et là il va falloir nous séparer, la France Charlie Zombie marche dans la combine, marche dans ses slogans, continue à croire à ses leurres conceptuelles. C'est la méthode utilisée par les banquiers depuis toujours, retenir l'information pertinente et diffuser des informations qui n'en sont pas, des fausses informations, des fausses données. Ça permet un contrôle des masses absolument gigantesque et ça permet de concentrer les capitaux. Les banquiers ont pratiqué comme ça depuis toujours et ça leur a réussi. Donc on ne change pas une méthode qui gagne. Les banquiers et les politiques et les banquiers. Bah oui, parce que les banquiers financent les politiques, donc les politiques sont des suzerains, des banquiers souverains. Voilà, on va dire ça comme ça. Valérie Bugot, merci et on vous dit à très bientôt. Monsieur Vernochet, merci à vous.